Tu fais de la langue des signes? Non mais j'explique un truc à mes abonnés. Ah, c'est pour le Tipeee. Mais non, ça n'a rien à voir. Bonjour à tous, ici Chaos, et aujourd'hui dans cette vidéo nous allons aborder une notion importante en cybersécurité, les facteurs d'authentification. Plus précisément dans cette vidéo, je vais vous parler des 4 facteurs d'authentification. Alors officiellement il n'y en a que 3, mais il y en a un 4e qui est en train de faire son petit bonhomme de chemin et qui va sûrement rejoindre le référentiel un jour ou l'autre. Donc nous allons parler des 4 facteurs d'authentification pour lesquels j'ai fait ce petit moyen mnémotechnique. Je vais vous l'expliquer au fur et à mesure. Pour commencer, je vais vous expliquer ce qu'on entend par authentification. Donc, d'une manière générale, pour avoir accès à un service ou à des données particulières, souvent sur Internet mais pas que, avoir accès par exemple à un bâtiment, vous avez besoin de prouver que vous avez le droit en fait, que vous êtes autorisé à accéder à ce service, cette donnée, ce bâtiment. Et donc, il faut quelque part prouver que vous êtes bien la bonne personne, prouver que vous êtes ce que vous prétendez être en fait. Et donc pour ça, il faut s'authentifier. C'est là le terme, il faut s'identifier si vous voulez, mais il n'y a pas toujours de notion d'identité, c'est surtout l'authentification au sens où moi, individu, j'ai l'autorisation d'accéder. Voilà. Donc ça, c'est l'authentification. Et donc pour résoudre cette problématique d'authentification, le monde scientifique, le monde en général, s'est penché sur la question comment fait-on la preuve que on est bien la personne que l'on prétend être? Comment fait-on la preuve, surtout dans un contexte typiquement internet, à distance, où on voit pas la personne, on ne peut pas l'identifier visuellement. Comment on fait la preuve que l'on est bien la personne que l'on prétend être? Donc c'est de là qu'on a dégagé, je vous ai dit, officiellement 3 facteurs et un 4e que je reviendrai à la fin. Le premier facteur, c'est le plus répandu, c'est le plus connu, c'est ce que je sais, c'est-à-dire en fait les mots de passe finalement. Voilà, c'est quand on vous demande, typiquement sur un site internet, votre login, votre mot de passe c'est un authentifiant, enfin un facteur, ce que je sais, ce qui est dans ma tête, une information que je suis a priori le seul à connaître, et donc puisque je suis le seul à la connaître, cela prouve que je suis bien la bonne personne et que j'ai effectivement les droits d'accès à tel ou tel service. Donc ça c'est le facteur le plus commun, le plus courant, le plus répandu, historiquement d'ailleurs le premier en fait, c'est donc la preuve, faire la preuve de qui l'on est à travers une information qu'on est le seul à savoir. Ça rejoint un peu ce qu'on peut retrouver dans, je sais pas, dans les histoires fantastiques où voilà, quelqu'un est remplacé par son clone. C'est en interrogeant sur son passé, sur des événements qu'il lui seul est censé savoir, que on déjoue le clone maléfique, l'extraterrestre que vous voulez, parce qu'il ne connaîtra pas l'information. Bah là c'est pareil, le mot de passe, bon, je dis le mot de passe mais il n'y a pas que ça, mais bon en général ça se traduit sûrement par un mot de passe, c'est donc cette capacité de donner une information qui est dans votre tête, que a priori vous êtes les seuls à connaître. Donc il y a les mots de passe, il y a aussi les... Alors ça c'est un petit peu moins vrai, mais bon, les questions de sécurité pourraient appartenir aussi à ce facteur-là, ce que je sais, c'est-à-dire les questions du style quel est le nom de jeune fille de votre mère, quel est le prénom de votre chien, la date de naissance de Bitonio, enfin voilà, même si c'est moins pertinent parce que c'est des informations qu'on peut trouver sur internet maintenant avec les réseaux sociaux, ou qu'on peut facilement trouver en cherchant un peu. En tout cas, ça appartient toujours à la même famille de ce que je sais. Donc c'est des informations qui sont théoriquement dans votre tête, et donc que personne d'autre ne peut savoir, et donc on peut s'identifier avec. Après avoir vu le facteur, on va dire, historique de l'authentification sur Internet, il y a un facteur qui, lui, est beaucoup plus historique dans l'accès physique, on va dire, voilà, l'autorisation physique, c'est donc ce que je possède. Ce que je possède, c'est un badge, c'est une carte d'accès, c'est alors une clé d'authentification maintenant, ou c'est d'ailleurs aujourd'hui le téléphone portable. Donc c'est un équipement que je possède, et le fait que je possède cet équipement prouve que je suis autorisé à accéder. C'est typiquement la sécurité des bâtiments où on a un badge d'accès pour ouvrir une porte, et ce badge-là n'ouvre que certaines portes ou toutes les portes, enfin voilà, le niveau d'autorisation est réglé par l'objet lui-même. Donc ce que vous possédez, cet objet-là, devient l'élément qui vous permet de vous authentifier dans le service,
en dehors de tout autre élément. Donc ça, c'est voilà, c'est le deuxième facteur d'authentification. La deuxième façon de s'authentifier, c'est de s'authentifier via un objet que l'on possède. Alors concrètement, donc je vous dis, ça rejoint donc les cartes d'accès qu'on trouve pour accéder au bâtiment. C'est donc je vous disais, le téléphone portable, c'est assez fréquent sur par exemple les opérations bancaires, où on va vous demander de valider une opération à travers un SMS, un code qui est envoyé sur le téléphone, et donc vu qu'il est sur le téléphone, il n'y a que la personne qui possède ce téléphone, qui l'a dans les mains, qui est capable de lire le code et donc de s'authentifier. Donc voilà, ça, ce sont des éléments de la famille, ce que je possède, du coup pas ce que je sais, ce que je possède, et donc c'est un deuxième facteur d'authentification. Alors très souvent, vous allez voir, je vais en reparler, mais très souvent on multiplie les facteurs d'authentification, on en met plusieurs d'affilée, mais on peut aussi les avoir de manière séparée. En tout cas, c'est deux familles différentes. Là, c'est la famille des ce que je possède, qui permet de s'authentifier, donc badge, téléphone, clé cryptée, enfin voilà, il y a plein de choses. Donc ça, ces deux premiers facteurs, ce sont les facteurs, on va dire, sécurisés de vérification, d'authentification. Ce sont ceux qui sont, d'un point de vue théorique, les plus sûrs par rapport à l'authentification, et qui permettent d'avoir un procédé relativement stable et sécurisé pour s'authentifier. Maintenant, il y a d'autres facteurs, notamment ce troisième facteur, qui est ce que je suis. Ce que je suis, en fait, concrètement, ça correspond à quoi? C'est la biométrie, c'est l'empreinte de votre doigt, c'est la photo de votre visage, c'est, je sais pas, vos iris, le son de votre voix, voilà, tout ça, ce sont des éléments de ce que je suis. Et donc c'est encore une troisième famille, enfin c'est une troisième famille d'authentification, c'est donc l'authentification par, finalement, clairement ce que je suis, quoi. Voilà, c'est là pour le coup on s'authentifie au sens strict du terme, c'est nous, c'est coucou, c'est nous, quoi. C'est pas une preuve indirecte, c'est une preuve directe de je suis qui je suis. Le problème de ce facteur-là, alors effectivement, il est extrêmement efficace pour tout ce qui est identification, puisque pour le coup, ça prouve vraiment que voilà, ce doigt appartient à Chaos, cet œil appartient à Chaos. Enfin voilà, on a des éléments extrêmement sûrs, enfin pas sûrs, mais extrêmement précis sur l'identification. Le problème, c'est qu'en termes de sécurité, ça marche assez peu pour plusieurs raisons. D'abord, technologiquement, on n'a pas encore un niveau de précision qui permet vraiment d'avoir, je sais pas, par exemple le visage qui est reconnu d'un individu à l'autre. On n'arrête pas d'entendre parler d'ailleurs d'histoires de maintenant ces téléphones-là qui sont capables de se déverrouiller uniquement quand on affiche son visage devant, qui arrive à être faussé en mettant n'importe quel inconnu devant finalement, parce que le système de reconnaissance n'est pas encore assez précis. Et y compris d'ailleurs sur les empreintes de doigts, c'est pareil, les technologies commencent à être assez avancées maintenant sur les empreintes, mais c'est pas encore totalement maîtrisé, en tout cas pas suffisamment pour n'être pas l'objet d'erreur. Donc ça c'est le premier problématique. Et la deuxième problématique en termes de sécurité, c'est tout ce qui concerne justement une fois qu'il y a eu un piratage. C'est-à-dire qu'une fois que vos données biométriques ont été divulguées, alors soit parce que le système était mal protégé par ailleurs, ou la base de données a été diffusée, enfin bon, bref, peu importe, mais l'empreinte de votre doigt, c'est l'empreinte de votre doigt, même si elle fonctionne bien, même si le système le détecteur est bon, derrière, il peut y avoir des fuites dans le serveur d'autres choses, hein, liées à d'autres briques technologiques. Donc imaginons que vos données biométriques soient diffusées sur Internet, et vous ne pouvez plus vous en servir, en fait, puisque tout le monde peut avoir une copie de votre doigt, et donc prouver que, et se faire passer pour vous, et vous, votre doigt, vous pouvez pas en changer. Donc l'empreinte digitale, elle sera toujours là, et vous pouvez pas la changer. Votre visage, vous pouvez pas le changer. Votre voix, vous pouvez pas vraiment la changer. Enfin voilà, les éléments de biométrie ont cette problématique ils sont très très efficaces, sous réserve que la technologie soit précise derrière, de détection, et que les données soient pas perdues dans la nature. Une fois qu'elles sont perdues, c'est vraiment tout ou rien la biométrie, ça marche parfaitement ou ça marche pas du tout. Voilà, on peut pas avoir vraiment le juste milieu. Et donc le problème de ce facteur-là, cette troisième famille de ce que je suis, c'est qu'elle est justement trop directe, et on peut pas changer qui on est. Voilà, autant on peut changer un mot de passe, on peut changer l'objet qu'on possède, ce qu'on est, on l'est. Donc on peut pas en changer. Donc c'est là où c'est une mauvaise famille, si vous voulez, d'authentification. Alors on s'en sert quand même, hein, mais elle a
doit être utilisée dans des cas très précis, et d'une manière générale, c'est pas la meilleure option de sécurité. En général, c'est plus une option de confort qu'une option de vraiment de sécurité. Donc voilà, la troisième famille, ce que je suis, la biométrie. Et donc on en arrive à ce quatrième facteur d'authentification qui n'est pas encore officiellement déclaré comme facteur d'authentification, mais qui est déjà utilisé sur plusieurs services. En fait, c'est le facteur ce que je fais. Non pas ce que je suis, mais ce que je fais. C'est-à-dire en fait, c'est l'analyse de votre comportement. Voilà. On va essayer d'authentifier qui vous êtes par les habitudes finalement que vous pouvez avoir, c'est-à-dire que ça va être votre navigateur préféré, ça va être votre adresse IP habituelle, ça va être, si on est sur des choses autres qu'un site web, ça peut être la façon de parler, ça peut être, je sais pas moi, le fait que je sois gaucher ou droitier, vous voyez, c'est des choses comme ça, ce sont des éléments qui sont pas tout à fait ce que vous êtes, qui sont plus sociaux, entre guillemets, qui sont des interactions, ce sont des comportements. Voilà, et ces comportements-là, ça peut servir aussi de facteur d'identification. Alors, on le retrouve généralement assez peu en tant que facteur unique, mais on le retrouve aussi comme technique de sécurisation, où par exemple, un site web va dire « Alors, ok, vous vous êtes connecté, vous m'avez mis un mot de passe, vous avez éventuellement présenté d'autres éléments, mais vous vous connectez depuis un ordinateur qui ne ressemble pas à celui que vous avez d'habitude. Pas le même navigateur, pas le même IP, pas le même pays si ça se trouve, voilà, tiens, tu te connectes depuis les États-Unis alors que normalement d'habitude t'es français, bon, qu'est-ce qui se passe quoi, voilà, et donc ça fait une alarme. Alors ce facteur-là peut pas être aussi rigide finalement que les autres facteurs parce que on peut pas empêcher quelqu'un d'accéder à un service juste sur ce facteur-là. Parce que ça peut arriver, je peux très bien être en voyage aux États-Unis, vouloir me connecter à un service que j'ai l'habitude de me connecter, et il peut pas, sur ce seul facteur-là, me dire, bah non, c'est pas toi, je sais que tu mens, je veux plus te voir. Il faut forcément une certaine souplesse dans la manipulation de ce facteur-là, mais ça permet de confirmer une identité à travers le comportement, à travers les usages que vous avez d'habitude. Donc typiquement, je vous dis, ça se fait par exemple sur Facebook, si vous vous connectez depuis un autre pays, vous aurez un message d'alerte qui dit, enfin depuis une autre adresse, vous aurez un message d'alerte qui vous dit, bah attention, vous êtes depuis un ordinateur que je n'ai pas l'habitude de voir, est-ce que c'est bien vous? Voilà. Votre comportement ne correspond pas à celui que j'ai l'habitude, est-ce que c'est bien vous? Donc c'est ça le quatrième facteur d'authentification qui, je vous dis, n'est pas encore dans les manuels, mais je pense va y arriver un jour, c'est donc ce que je fais. Donc voilà, on a vu le panorama de tous les facteurs d'authentification, donc des 4 facteurs d'authentification, et ce que je vous disais en fait au cours de la vidéo, c'est que pour assurer une bonne sécurité, en fait, on évite d'avoir un unique facteur. Alors déjà, il y a certains facteurs qui sont plus ou moins bien adaptés aux problématiques, mais d'une manière générale, pour avoir une sécurité qui est vraiment efficace, bonne, et puis bah voilà, sécure, qui vous protège bien, on utilise ce qu'on appelle l'authentification à facteurs multiples. Alors généralement, double facteur, on parle souvent de double authentification à double facteur, en anglais des... Ça y est, j'ai un trou, bon. Non, 2FA, Two Factor Authentification, c'est ça, 2FA. Voilà, l'abréviation en anglais c'est 2FA, donc là c'en est que 2, mais d'une manière générale c'est authentification multiple, MFA, Multiple Factor Authentification. Donc, plus on multiplie les facteurs, plus on peut s'attendre à ce que la protection soit meilleure. Si vous avez d'un côté la nécessité de mettre un mot de passe, plus votre doigt, plus présenter une carte d'authentification, plus vous connectez depuis un navigateur habituel, bon bah là, voilà, on a 4 facteurs, si on met la totale, on est quand même, peut-être pas 100%, mais 99,9% de chance que ce soit bien vous. Là, plus on multiplie les facteurs, plus on a une chance de vraiment avoir la preuve parfaite. Après, la problématique, c'est que forcément, plus on multiplie les facteurs, plus on rend l'authentification complexe pour l'utilisateur final, et ça, c'est quand même un besoin. La sécurité parfaite, on peut pas trop l'adapter, il y a toujours un compromis entre la sécurité d'un côté et le confort utilisateur de l'autre, il faut arriver à ajuster comme il faut, mais donc en général, on conseille
aujourd'hui, là en 2019, d'utiliser le facteur à double authentification. Donc en général, hein, la double authentification qu'on entend par là, c'est le login mot de passe, donc ce que je sais, et ce que je possède, à savoir en général le téléphone portable. Hein, ça c'est, en fait, ça envoie un code. C'est comme je vous disais pour le bancaire, ça envoie un SMS ou ça envoie un code via une appli d'authentification qui serait là-dessus uniquement. Ça existe aussi en petites clés USB qui font ça directement. En fait, c'est des petites clés USB avec un affichage voilà, qui donne un code. Et donc, vous avez à la fois votre mot de passe et le code sur cette petite clé ou sur votre écran de téléphone portable. Donc, vous avez ce que je sais et ce que je possède. Voilà. Après, pour la biométrie, on n'utilise pas encore beaucoup le double authentification, ce qui est un peu dommage, parce que je vous ai dit, la biométrie, c'est une technologie qui a du bon et du mauvais. Hein. En termes de sécurisation, moi, personnellement, bon, après c'est mon avis à moi, mais je ne considère pas que ce soit du tout une technologie intéressante. Alors c'est à la mode, vous en avez partout maintenant, mais quand vous avez un téléphone que vous pouvez déverrouiller avec votre doigt, ou avec votre visage, c'est encore pire, ça veut dire que c'est un téléphone que vous pouvez déverrouiller avec la photo de quelqu'un d'autre. Voilà, enfin, quelqu'un d'autre prend votre photo, la met devant votre téléphone et ça passe. Quelqu'un d'autre fait un duplicata de votre doigt et ça passe. Et le jour où votre téléphone se fait pirater, embarqué, eh ben vous avez plus de photos, vous avez plus de visage, vous avez plus de doigts, de remplacement pour pouvoir en profiter. Donc le jour où la biométrie se fait pirater, votre biométrie se fait pirater, bah c'est fini, vous ne pourrez plus jamais faire de biométrie. Voilà. Donc c'est en ça que ce facteur-là est un peu nul. Donc il reste donc le mot de passe, ce qu'on possède, la badge d'accès ou le code. Et ça, c'est quand même vachement plus sécurisé que la biométrie. Et alors, oui, le dernier facteur, donc ça c'est pareil. Plus on ajoute de facteurs, plus on aura une sécurité importante. Mais le dernier facteur, je vous ai dit, c'est un facteur pas rigide. Donc en général, on le met. Hein, je vous ai dit, Facebook le fait, je pense que Twitter le fait aussi, beaucoup de services le font, hein, au moins cette détection par adresse IP pour voir si vous venez du pays habituel ou de l'ordinateur habituel. Donc ça, en général, beaucoup de services le font, mais ils ont pas besoin, c'est pas une problématique de confort en plus, si vous voulez, il y a rien, vous avez rien à saisir de plus, sinon à être vous-même en fait et à utiliser votre ordinateur comme vous le faites d'habitude. Donc ce n'est pas une problématique pour l'utilisateur, c'est plus une question technique pour le service pour la mettre en œuvre de manière à ce qu'elle soit pas trop rigide, hein, voilà, pour que le jour où vous dérogez à vos habitudes, le service vous laisse quand même, voilà, vous laisse quand même accéder. Donc c'est une authentification accessoire, on va dire, complémentaire, voilà, qui permet quand même d'avoir une preuve supplémentaire. Donc voilà, la sécurité d'authentification, elle sera meilleure si vous augmentez le nombre de facteurs d'authentification, et c'est pour ça qu'on conseille de faire le double authentification maintenant partout. Vous l'avez dans tous les services, je pense que j'avais déjà fait une vidéo qui expliquait sur les réseaux sociaux comment on l'active. Je vous invite à regarder sur votre réseau social préféré, ou votre service préféré d'ailleurs, parce que c'est valable pour tout, vraiment, site internet, accès, etc. Normalement, vous avez, si le service est moderne, vous avez la possibilité de mettre en place une double authentification qui généralement va se concrétiser par l'envoi soit d'un mail, soit d'un SMS avec un code dedans en plus, quoi. Donc en fait, vous rentrerez votre mot de passe et un code supplémentaire à chaque fois que vous connectez. Je sais bien que c'est plus contraignant en termes d'utilisateur, c'est moins confortable, mais l'apport en termes de sécurité est incommensurable, vraiment. Ça apporte vraiment un plus, ce que n'avaient pas par exemple les questions de sécurité où on vous demandait le nom du chien, etc. Ce que n'avait pas le mot de passe tout seul, hein, parce que voilà, maintenant on ne compte plus le nombre de mots de passe piratés, alors qu'il faut ensuite déchiffrer, enfin décrypter, mais pour autant, voilà, maintenant on a des puissances de calcul qui permettent de retrouver les mots de passe assez souvent, et en fait le hacker, le voleur, le criminel a rarement l'occasion de faire les deux. C'est vraiment si on vous pirate votre mot de passe et qu'on vous prend votre moyen de contrôle, ce que je possède, donc je sais pas, mon téléphone, là on est déjà sur un hack qui est extrêmement ciblé et qui est très vindicatif, quoi. En tout cas, sur le hack général que généralement fait de manière automatique, où voilà, les pirates essaient de choper les mots de passe en masse sans vraiment réfléchir à qui ils attaquent.
Ça, par contre, l'authentification par la double authentification est extrêmement puissante pour arrêter ce genre d'attaque. Donc, faites-le autant que vous pouvez, la double authentification, vous aurez déjà vraiment un meilleur service. Et voilà, après il restera bien sûr à améliorer chaque facteur, c'est-à-dire que votre mot de passe, ça n'empêche pas d'être complexe, votre élément de ce que je possède, il faut le protéger, enfin, voilà, etc. Chaque facteur peut être amélioré, mais la multiplication de facteurs va aussi énormément améliorer la sécurité, surtout, je vous dis, ces deux premiers facteurs-là, qui vraiment sont un apport incommensurable, même si vous avez un mot de passe Toto, donc vraiment c'est Toto, ou le mot de passe le plus courant c'est password. Donc si vous avez password comme mot de passe, mais que à chaque fois qu'il faut vous connecter, ça envoie un message sur votre téléphone, eh bien vous êtes plus protégé que quelqu'un qui n'aurait que le mot de passe, et que ce soit une série de, je sais pas, 10 chiffres et lettres complètement aléatoires. Voilà. La personne qui va avoir la double authentification va être plus protégée que la personne qui... alors même si les facteurs sont pourris de chacun, la double authentification fait que c'est une meilleure protection que quelqu'un qui n'aurait qu'un seul facteur, mais un peu plus travaillé, quoi. Donc faites-le, c'est mon conseil, après enfin, vous faites ce que vous voulez hein, dans la vie bien sûr, mais si vous voulez quelque chose de sécurisé, faites-le, activez la double authentification, activez la multiple authentification si vous en avez, et moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo plus tard, merci, au revoir.